Bonjour à tous et merci d'avoir répondu si nombreux à l'invitation de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Cette webconférence sera consacrée aux problématiques en lien avec la campagne vaccinale qui a débuté en début d'année pour essayer d'enrayer la pandémie de Covid-19 qui sévit partout dans le monde depuis plus d'un an déjà. Cette webconférence est la première d'une série de 3 qui ont toutes pour fil conducteur la Covid-19. Ainsi, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le 8 avril prochain, où nous réinterrogerons la place du citoyen en santé au regard de la crise sanitaire que nous traversons. Et le 29 avril, où nous nous intéresserons à l'accompagnement des publics fragiles durant cette période. Revenons à la thématique qui nous réunit ce soir, la vaccination contre la Covid-19. Les premiers vaccins contre la Covid-19 ont fait leur apparition en France, qu'il s'agisse de vaccins utilisant des technologies innovantes comme l'ARN messager utilisé par Pfizer-BioNTech ou bien encore Moderna, ou de vaccins, je dirais, plus classiques à vecteur viral comme celui de l'anglais AstraZeneca. Au-delà des problématiques d'approvisionnement dont nous entendons régulièrement parler en ce moment, la mise sur le marché de ces vaccins laisse enfin poindre une lueur d'espoir pour une sortie de crise. Pour autant, même si la campagne vaccinale semble gagner du terrain, au pays de Pasteur, le scepticisme face à ces vaccins reste élevé. Un sondage du mois de janvier indiquait que 58% des Français ne souhaitaient pas se faire vacciner. Au 21 février, moins de 4% des Français avaient reçu au moins une dose de vaccin et moins de 2% les 2 doses qui sont requises. Comment expliquer cette méfiance lorsque l'on a dans le rétroviseur cette année faite de confinement et de restrictions sociales, quand on a en tête ces services de réanimation saturés? Nos invités vous le diront très certainement mieux que moi, mais si cette défiance envers les vaccins a toujours existé, elle s'est récemment renforcée. Il y a tout d'abord eu la campagne de vaccination ratée de 2009 contre la grippe H1N1. Vous vous en souvenez, 75% de la population devait se faire vacciner. Nous avions réquisitionné des gymnases qui sont restés désespérément vides puisque seuls 8% des Français ont dit oui au vaccin. Des Français qui ont par ailleurs été échaudés par une autre campagne polémique, celle de l'hépatite B dans les années 90, accusée de causer des scléroses en plaques. Dangerosité des vaccins, défiance de la parole scientifique, pouvoir public accusé d'être à la solde de l'industrie pharmaceutique qui elle-même ne serait dirigée que par la recherche du profit. Comment les arguments de ceux que l'on appelle les anti-vaccins ou anti-vax inondent aujourd'hui les réseaux sociaux où ils ont trouvé tribune. Ces mêmes réseaux sociaux qui semblent agir comme des catalyseurs à la désinformation du public. C'est à ces questions que nos intervenants vont tenter de répondre. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir répondu à notre invitation. Antoine Bristiel, vous êtes professeur agrégé de sciences sociales, chercheur en sciences politiques au laboratoire Pacte à Sciences Po Grenoble. Vous êtes également expert associé à la Fondation Jean Jaurès et vous êtes l'auteur d'une étude parue en novembre 2020, La piqûre de défiance. Françoise Salvadori, pour votre part, vous êtes docteur en virologie, immunologie, maître de conférences à l'Université de Bourgogne et vous avez coécrit avec l'historien Laurent-Henri Vigneault Antivax, résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, paru aux éditions Vendémiaire en 2019. Et enfin, docteur Jean-François Gérard Varret, vous êtes président du Conseil régional de l'Ordre des médecins Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes également médecin généraliste à Semur-en-Auxois et conseiller national à l'Ordre des médecins. Juste un petit mot avant d'entrer dans le vif du sujet. Concernant les aspects pratiques, nous vous remercions de nous faire part de vos questions dans le fil de discussion qui est situé à droite de votre écran. Nous les centraliserons et les relayerons dans la limite du temps imparti à nos intervenants. Alors, la première question, j'ai envie de vous la poser à vous, François Salvadori. Inutile, contre nature ou carrément dangereux, vous retracez dans votre livre 3 siècles d'opposition à cette révolution médicale que constitue le vaccin. Si l'on se met dans une perspective historique, est-ce que les arguments qui sont développés par les anti-vaccins aujourd'hui sont radicalement différents de ceux dont se prévalaient les anti-vaccins au XVIIIe siècle? Eh bien, écoutez, en étudiant cette longue histoire de la vaccination, qu'on peut faire débuter bien avant Pasteur, en France, on a toujours l'impression que c'est Pasteur qui a inventé la vaccination. Eh bien non, pas du tout, c'est bien avant nous et c'est pas forcément en France.
Donc au début du XVIIIe siècle, cette pratique empirique s'est un peu développée. Elle consistait à injecter du pus variolique de quelqu'un qui avait la variole à quelqu'un qui ne l'avait pas, et dans l'idée de la protéger, parce qu'on avait en tête qu'on avait remarqué depuis longtemps qu'on n'avait qu'une seule fois la variole. Donc en fait, c'est là l'ancêtre de la vaccination. Ensuite, il y a eu l'étape du médecin anglais Jenner, qui a gardé la même idée, mais qui a remplacé ce pus variolique par du pus de la variole de la vache qui s'appelle la vaccine. Et donc, cette pratique était assez semblable, mais beaucoup moins dangereuse pour l'homme. Et ensuite, bien sûr, il y a eu une étape un petit peu de scientifisation de tout ça avec Pasteur, et puis les étapes actuelles avec les vaccins beaucoup plus technologiques. En tout cas, si on regarde l'origine, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, on a tracé à peu près une continuité historique de quelques typologies qui sont en gros de nature, arguments de type religieux, arguments de type naturaliste, arguments de type conception de la science, et puis arguments beaucoup plus politiques que je laisserai évidemment Antoine Bristière développer. Les premiers arguments donc étaient religieux, ils étaient du type providentialiste, c'est-à-dire qu'on ne devait pas s'opposer à la providence divine. Pour autant, tous les chrétiens n'avaient pas cette opinion-là, et certains défendaient l'idée que l'homme avait le devoir de se garder en vie, la vie étant le don de Dieu. Donc en fait, les églises, enfin l'Église chrétienne et puis l'islam n'avaient pas d'opposition absolument absolue. Et en fait, ces oppositions n'ont jamais eu un très très grand rôle. Actuellement, elles n'existent pas dans des grandes religions, mais elles existent tout de même sous forme chez certaines sectes. Et malheureusement, elles ont participé et elles continuent de participer au frein à la vaccination polio en Afghanistan et au Pakistan, parce que ce sont des zones de talibans très, très intégristes. On a aussi de temps en temps des résurgences locales de rougeole dans des communautés protestantes orthodoxes aux Pays-Bas, dans des communautés juives hassidiques à New York, il y en a eu récemment. Il y en a même en France, même si c'est très très groupusculaire, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc ce sont des phénomènes très isolés qui, à mon avis, n'ont pas d'impact actuellement sur la vaccination Covid. Ces arguments religieux se sont petit à petit déplacés vers la nature, avec des conceptions qui, selon moi, sont un peu idéalisées d'une nature qui serait toujours bonne, en opposition au vaccin artificiel qui, lui, serait mauvais. Et ces arguments sont persistants et, à mon avis, ils sont très, très importants dans les croyances et dans les opinions anti-vaccins contemporains. Il y a une croyance populaire qui dit que l'immunité est toujours meilleure face à la vraie maladie que celle que génère le vaccin. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours faux, mais ce n'est pas toujours vrai non plus. Il n'y a aucune raison de dire ça. Mais ça s'exprime plus largement par l'opinion que ce qui est à l'origine de la maladie, finalement, c'est une conception un petit peu ancienne de la médecine, hein, qui fait penser aux gens que ce qui importe, c'est le terrain. Et le terrain, ça peut être l'hygiène de vie, l'alimentation, les pensées bonnes ou mauvaises, le foyer familial inadéquat. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, ce terrain. En tout cas, ça joue dans l'esprit des gens, une partie de nos contemporains, beaucoup plus que les microbes. Et en fait, ça fait écho à des croyances déjà du 19e siècle où on pensait que la maladie était bénéfique, ou alors cette maladie était tellement bénéfique qu'elle permettait finalement la sélection naturelle, donc il fallait la respecter. Donc actuellement, on n'en est plus là, mais ces opinions perdurent sous des formes atténuées, par exemple avec la préférence pour les médecines qu'on appelle douces, médecines holistes, qui soignent plutôt le terrain plutôt que d'éliminer les germes. Ou alors, elles peuvent être très militantes, voire sectaires, parce que vous avez peut-être entendu sur Internet des influenceurs très actifs qui vont prôner des régimes crudivores ou qui vont prôner l'idée de se soigner par l'urine, qui vont jusqu'à dire que la Covid n'existe pas, qu'elle est d'origine, qu'elle ne peut pas être naturelle puisque la nature est bonne, comme vous le savez. Donc le virus, finalement, en devient forcément une création humaine. Donc vous voyez, il y a des résurgences et des continuités de cette notion de ces conceptions autour de la nature qui sont très, très durables. Après, il y a tout ce qui tourne autour de l'idée de la science. À partir de Pasteur et des débuts d'explications sur l'origine des maladies, puis sur les mécanismes de la vaccination, donc de l'immunologie, beaucoup de scientifiques en particulier ont défendu des conceptions alternatives aux théories établies. En fait, ces gens refusaient l'orthodoxie en matière de science, et depuis, on a toujours cette tendance à osciller entre relativisme et alterscience. Alors, qu'est-ce que j'appelle relativisme? C'est l'idée de dire que finalement, un fait scientifique, même s'il a été confirmé, reconfirmé par les pairs, c'est qu'une opinion comme une autre.
et donc ça se trouve très très souvent sur Internet. Le fait scientifique en lui-même n'est pas considéré comme différent d'une opinion personnelle. Et l'alterscience, c'est plus le fait que des médecins ou des scientifiques un petit peu, je ne sais pas si je dois dire déviants ou en tout cas non orthodoxes, qui se réclament d'une non-orthodoxie, défendent des protocoles ou des idées ou d'opinions qui sont en opposition complète ou partielle mais avec les résultats de la science. Donc ça, je ne citerai personne, mais tout le monde pense bien à un certain nombre de personnalités du monde scientifique ou médical qui se sont illustrées très récemment sur l'efficacité des masques, enfin contre plutôt l'efficacité des masques, contre les confinements, contre les vaccins, ou alors sur des origines très, très particulières qu'ils le voient pour ce virus. Donc ça peut tendre au complotisme, ça peut avoir une influence assez néfaste parce que ce sont des personnalités qui sont médecins ou chercheurs, voire prix Nobel, et évidemment, ils ont forcément une influence. Et enfin, je terminerai en disant qu'il a toujours existé des oppositions de nature politique à la vaccination, en particulier quand il y a eu des obligations vaccinales, et ça a commencé au 19e siècle en Angleterre, et ça a donné lieu aux premières ligues anti-vaccins qui sont apparues vers 1853 en Angleterre, puisque c'est le premier pays qui a imposé la vaccination obligatoire contre la variole. Et on a pu voir récemment des manifestations de rue, mais dans tous les pays du monde, à Berlin, en Italie, un petit peu en France, aux États-Unis, à la fois contre le port du masque, contre la 5G, contre le confinement, contre les vaccins, même s'ils n'étaient pas encore distribués d'ailleurs à l'époque, puisque c'était plutôt l'année dernière. Donc ça, c'est une première opposition de type politique globale contre la contrainte. Et il y en a d'autres qui est une autre qui est une opposition politique très persistante, qui est une opposition anticapitaliste. Et en fait, ça a commencé déjà au temps de Pasteur, puisque Pasteur lui-même était accusé d'être un chimiste financier. L'Institut Pasteur était appelé aussi, dans certains journaux satiriques, une usine rabique. D'ailleurs, et les médecins et inoculateurs du XVIIIe siècle étaient eux-mêmes soupçonnés de s'enrichir. Donc ce soupçon d'enrichissement qui est devenu petit à petit une condamnation de l'industrie pharmaceutique qui est devenue Big Pharma, c'est quelque chose qui est très très persistant et qui évidemment peut tendre là aussi au complot. Donc tout ça va finalement entretenir une sorte de défiance vis-à-vis des Français, à la fois vis-à-vis des autorités, à la fois vis-à-vis du système capitaliste. Et donc finalement, tout ça va pouvoir s'expliquer, je pense, et faire le lien avec ce qu'Antoine Bristiel va nous raconter pour la suite de cette conférence. Vous m'entendez ? Tout à fait. Oui. J'avais un petit souci de micro. Donc, ce que je note finalement, c'est des arguments qui peuvent être catégorisés, mais qui, de façon assez stable, restent constants depuis le XVIIIe siècle. Pour autant, Antoine Bristiel, est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et la montée des théories conspirationnistes, on l'a vu via notamment le documentaire Hold Up qui a recueilli plusieurs centaines de milliers d'euros, je crois, via un financement participatif, ne jouent pas un rôle de catalyseur en faveur de la défiance vaccinale ? Oui. Alors, la première chose, je pense qu'on peut dire concernant la défiance par rapport au vaccin, c'est que déjà ça va mieux qu'il y a quelques semaines, voire qu'il y a quelques mois. Et quand on regarde un peu les différentes études d'opinion qui ont pu être faites depuis le mois de novembre, on voit que le nombre de personnes qui disent qu'elles sont prêtes à aller se faire vacciner a quand même assez considérablement augmenté, ce qui montre bien également que la raison essentielle ou l'argument essentiel qui faisait qu'il y avait finalement autant de personnes qui étaient contre, enfin qui hésitaient à se faire vacciner au mois de novembre et début décembre, c'était de la peur finalement. Et ça, on le voyait à nouveau extrêmement bien dans les différentes études d'opinion, c'est qu'il n'y avait pas seulement des personnes qui étaient anti-vaccins, complotistes, etc. Il y en avait forcément, mais c'était au tout départ des personnes qui disaient, bon, du jour au lendemain, on nous explique qu'il faut aller se faire vacciner avec un vaccin dont on ne connaît pas forcément grand-chose, avec lequel on n'a pas forcément beaucoup de recul,
et finalement on attend d'en savoir un petit peu plus avant de pouvoir se positionner. Et ce que l'on voyait finalement dans ces différentes enquêtes d'opinion, c'est que c'était des personnes qui avaient besoin d'avoir des informations, qui avaient besoin d'être rassurées sur ce qu'il y avait dans ce vaccin, sur les conséquences, les potentiels effets secondaires, etc., avant d'accepter de se faire vacciner. Donc on avait vraiment cet état d'esprit de nombreux Français qui étaient en attente d'informations et qui pouvaient donc être convaincus. Alors ces personnes, elles pouvaient être à la fois convaincues par des arguments pro-vaccination, des arguments des autorités scientifiques, des médecins traitants, etc., mais elles pouvaient aussi être convaincues par des arguments qui étaient plutôt anti-science et qui étaient anti-vaccination. Et c'est ça finalement peut-être le point le plus essentiel à l'heure actuelle, c'est qu'on a une grande partie de la population qui a besoin d'avoir des informations et qui est prête à écouter de nombreuses personnes. Donc à la fois les institutions officielles, mais à la fois des personnes qui pourraient être versées plus dans le complotisme, dans les théories anti-vaccins et dans tout ce que François Salvadori présentait juste avant finalement. Et alors là, quel est l'impact des réseaux sociaux à ce niveau-là? Forcément, on voit que les réseaux sociaux vont avoir un impact assez considérable sur l'adhésion aux théories conspirationnistes, la viralité des théories conspirationnistes. C'est assez intéressant de voir que, par exemple, début novembre, au moment où on a toutes ces annonces des laboratoires pharmaceutiques sur le fait que le vaccin va être disponible, c'est le même moment où sort le documentaire Hold Up, donc qui est une sorte de brûlot conspirationniste dans lequel on va avoir à la fois des théories qui vont vous expliquer que dans la réalité, on n'est pas face à une vraie épidémie, mais ce sera en réalité juste les chiffres habituels de la grippe en termes de mortalité. Puis 20 minutes après, on vous explique que maintenant, finalement, c'est les élites qui sont en train d'organiser une épidémie mondiale pour supprimer la moitié de la population mondiale. Donc en fait, bon, on voit quand même que c'est une sorte de méta-documentaire complotiste qui a eu une influence assez importante à cette époque, qui a été visionnée par plusieurs millions de personnes, extrêmement bien relayée. Donc il y a quand même ce phénomène de viralité des réseaux sociaux dans le développement et dans la diffusion des théories conspirationnistes, et ça c'est absolument indéniable, et on montre d'ailleurs effectivement qu'à âge égal, à catégorie sociale égale, à niveau d'instruction égal, le fait de s'informer prioritairement sur les réseaux sociaux, ça a bien un impact sur l'adhésion aux théories conspirationnistes. Cela étant dit, on voit qu'on a le même phénomène pour certains médias classiques, pour certaines chaînes d'information en continu. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une vision qui soit seulement centrée sur l'impact des réseaux sociaux. On voit par exemple qu'avec ce documentaire Hold Up, par exemple, le réalisateur, le producteur, ils vont être invités à échéances régulières sur les plateaux de télévision, que CNews, pour ne pas citer la chaîne, va les inviter à plusieurs reprises. Bon, ils vont avoir une demi-heure chez Pascal Praud pour expliquer en quoi c'est un bon documentaire, etc. Donc, on a un impact des réseaux sociaux à l'heure actuelle dans la diffusion des théories complotistes qui peuvent avoir effectivement un impact sur le rejet de la vaccination. Mais on a aussi une responsabilité des médias classiques. Et, bon, François Salvadori évoquait l'épisode des masques juste avant. C'est vrai aussi que pendant l'été, il y a quand même eu énormément de médecins qui étaient qui remettaient en cause l'efficacité du masque, etc., qui étaient invités sur les plateaux de télévision parce que justement, ça fait de l'audience, ça fait du buzz, et forcément, ça va intéresser ces chaînes-là. Donc oui, impact des réseaux sociaux, c'est indéniable, mais bon, regardez aussi l'impact que peuvent avoir les médias plus classiques, ça me semble aussi indispensable. Très bien, merci pour ces éléments de réponse. La troisième question, j'aimerais la poser au docteur Gérard Varret. Est-ce que vous ne pensez pas que les vaccins sont aujourd'hui un peu victimes de leur efficacité? En effet, par de grandes campagnes vaccinales, on a éradiqué des maladies avec un taux de mortalité important, comme la polio ou la rougeole. Est-ce que finalement, grâce aux vaccins, notre société contemporaine n'a pas perdu en quelque sorte l'habitude de vivre avec un danger épidémique? Oui, merci pour cette question où je répondrai tout de suite par l'affirmative totale. Il est évident, et je remercie les deux exposés précédents où je vais essayer de surfer un petit peu à la fois sur l'histoire et à la fois sur la sociopolitique. Effectivement, nous sommes victimes de la qualité des vaccins. Je résume la position du Conseil national et de l'institution ordinale et d'accompagner toutes les autorités sanitaires à partir du moment où c'est validé comme scientifiquement prouvé. Et c'est ce qui a conduit justement l'institution à poursuivre certains confrères
pour différentes raisons, entre autres pour ces documentaires dont on vient de parler à l'instant. Pour reprendre la position, on pourrait résumer que la vaccination, c'est l'une des plus belles découvertes de la santé publique et de la prévention primaire en santé publique. On ne pourra pas faire mieux. On parlait des antibiotiques pour les bactéries, on court après le problème. Là, on est en amont, à la fois bien sûr, et c'est là où certaines critiques des vaccins entraient un petit peu, sur le fait qu'il y a eu d'autres améliorations parallèles, l'hygiène par exemple, qui datait de 1800 et quelques, et je citerai un nom que vous connaissez peut-être, qui est tout simplement Adrien Proust, qui n'est autre que le père de Marcel Proust. Et ce brillant chercheur de médecine aux hôpitaux de Paris avait donné les bases de l'hygiène, avec la distanciation sociale, avec le lavage des mains, avec la protection, ce qui était le cas à ce moment-là très faible. Et donc, il y a eu un parallèle entre l'amélioration de l'hygiène, d'ailleurs, ça a été observé pour les maladies du début du XXe, comme la tuberculose, où effectivement, il fallait reconnaître qu'à la fois l'amélioration de l'hygiène et à la fois les vaccins qui sont arrivés après pouvaient concourir à l'amélioration. Si, sans entrer dans des détails de chiffres, si l'on veut, en un siècle, on estime qu'on est passé d'une espérance de vie à la naissance de 40 ans à maintenant 80 et plus. C'est quand même une grande partie, en dehors de cette amélioration d'hygiène et des conditions socio-économiques qui ne sont pas à exclure, c'est quand même en grande partie grâce à la vaccination en général. On est quand même à 25 valences de vaccins. Maintenant, alors on peut balayer tous les vaccins qui ont été faits, il est évident que c'est victime du succès. Alors, la mémoire est courte dans certains esprits, où effectivement, on va dire depuis les années 45, il n'y a plus vraiment de grands traumatismes à part à l'extérieur d'un certain pays, type guerre. Il n'y a plus de grandes épidémies, justement, grâce à la vaccination. Donc, petit à petit, cette mémoire s'émousse. Et quand on parle à une population quelconque, vous vous souvenez des épidémies X, Y ou Z? Ah ben non, on ne les a même pas connues. Donc, ça n'est plus inscrit dans les mémoires collectives et ça n'est plus considéré comme une vulnérabilité. Et on pourrait dire que accepter le vaccin, c'est accepter sa vulnérabilité. On pourrait même pousser un petit peu le problème de cette vaccination et du succès de la vaccination sur, on y reviendra sur les autres sujets des médias, sur la vérité scientifique ou l'incertitude scientifique. La science a des vérités, l'incertitude fait partie du débat et c'est ce qui est mal perçu. On pourrait dire que l'incertitude scientifique qui fait partie du débat des scientifiques en général, mais qui se faisait un petit peu à bas bruit dans les temps précédents, d'un seul coup est apparu au grand jour et c'est devenu une erreur pour la population qui ne comprenait pas, qui ne pouvait pas évidemment avoir toutes les bases pour comprendre ce débat, avec des hypothèses variables. Donc quand vous mettez sur un plateau différents confrères, différents scientifiques qui évidemment vont affirmer leur vérité, qui ne vont pas reconnaître les incertitudes, pour certains, sans citer leur nom, qui n'auront pas l'humilité nécessaire, je me dirige vers Marseille là, automatiquement, il y a une vision, un miroir déformant de cette science. Et donc, autant on est parti sur un gain extraordinairement positif de la vaccination dans la population mondiale, on est quand même à plus de 8 milliards maintenant. Si on regarde un petit peu avant, quand vous faites justement l'historique de toutes les épidémies anciennes, que ça soit la peste noire, ça nettoyait un tiers de la population mondiale. Quand vous faites les différentes épidémies, si on veut aller très près, on voyait les chiffres des décès aux USA, 500 000 décès du Covid, c'est dramatique. Quand ils estiment que c'est supérieur aux pertes humaines à la fois de la guerre de 39-45 pour les Américains et de la guerre du Vietnam. Donc vous voyez, quand on resitue un petit peu cette mortalité, c'est quand même dramatique. Je ne parle pas des autres pays, je donne les chiffres dont on a eu connaissance ce matin ou hier. Donc il est évident que la vaccination, qui est la plus belle arme qui puisse exister pour les épidémies, est victime de son succès de par à la fois la qualité de son travail qui a éloigné la crainte d'une épidémie et qui, d'autre part, a engendré des questionnements, effectivement,
sur les incertitudes et la science qui rejoignent un petit peu ça. Donc, je vais essayer de faire court pour laisser le temps. Je pense avoir résumé, mais à la limite, la réponse à votre question est oui, sans aucune hésitation. D'accord, merci. Pour rebondir peut-être sur les propos d'Antoine Bristiel sur la peur qu'avaient les gens, la défiance qui est en lien avec la peur qu'avaient les gens sur la méconnaissance de ce vaccin qui est arrivé finalement assez rapidement sur le marché. Est-ce que finalement, dans cette défiance, il n'y a pas aussi une défiance envers les institutions publiques, parmi lesquelles, on l'a vu, hein, il y a eu qui émergent depuis ces 20 dernières années, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il existe un lien de corrélation finalement entre cette défiance et la non-adhésion des Français à la campagne vaccinale? À qui posez-vous la question? Ah, Monsieur Bristiel. Ah, d'accord. Très bien. Eh ben, je vais vous répondre sur ce point. Alors, en effet, il y a vraiment une corrélation extrêmement importante entre Enfin, disons que quand on regardait vraiment quel était le profil des personnes qui refusaient de se faire vacciner en novembre, on voyait que le fait de ne pas avoir confiance à la fois dans les institutions politiques et à la fois dans les institutions scientifiques, c'était vraiment des facteurs extrêmement explicatifs du refus de la vaccination. Donc alors après, en France, on est vraiment habitué à avoir des niveaux de confiance dans nos institutions politiques qui sont extrêmement faibles. Quand on dit institution, on ne dit pas seulement la personne qui est au pouvoir au moment donné, mais c'est vraiment ce qui organise la structure de notre vie collective. Donc on a par exemple taux de confiance dans les institutions, dans les partis politiques 10%, taux de confiance dans l'institution présidentielle 30%. Donc on est vraiment dans des niveaux qui sont faibles et qui baissent d'année en année. Mais en France, on était encore un petit peu sauvés parce qu'on avait confiance dans nos scientifiques. Au début de l'épidémie, on est à 95% de confiance dans nos scientifiques, des niveaux qui sont extrêmement élevés. Et là, on a baissé, on est maintenant autour de 70% de confiance dans les scientifiques. Donc c'est là où ça pose relativement problème d'une certaine manière, puisque voilà, l'autorité scientifique était considérée comme justement une autorité supérieure à laquelle on pouvait se référer dans toutes circonstances. Et là, on voit qu'il y a quand même une petite problématique qui est en train de naître autour de la question de l'autorité scientifique, et à n'en pas douter, toutes les controverses qu'il y a pu avoir et qui ont été mises en scène dans les médias, ça a joué sur cette baisse de la confiance dans les institutions scientifiques. Alors, c'est normal d'avoir de la controverse scientifique, spécifiquement dans une période avec une épidémie, avec une maladie qu'on ne connaît pas. Forcément que la recherche, c'est justement la science qui est en train de se faire. Donc on a cette problématique de ne pas tout connaître. Mais quand on a vu des chercheurs, des médecins arriver sur les plateaux de télévision avec un ton extrêmement péremptoire, en disant « moi je sais ce qui va se passer, c'est pas pire que ça va pas faire plus de morts que les accidents de trottinette, etc. » Puis derrière qui vous disent « moi j'ai la solution à tous les problèmes, c'est mon médicament, etc. » Bon, on voit tous de qui on veut parler depuis le début, mais finalement, forcément que ça a joué sur cette baisse de la confiance dans les scientifiques, cette sorte de brouhaha médiatique autour de la parole scientifique. Voilà, on a cette problématique à l'heure actuelle, et forcément que c'est vraiment un enjeu pour les mois à venir et les années à venir, d'essayer de restaurer de la confiance, parce que sans ça, c'est extrêmement difficile d'avoir un assentiment de la population vis-à-vis de la politique sanitaire de manière générale. Très bien. Du coup, ça me permet de rebondir et de vous poser une question à vous, docteur Gérard Varret. Comme le disait Antoine à l'instant, finalement, on a vu une baisse de la confiance dans la communauté scientifique. Et si les controverses scientifiques existent et sont normales, est-ce que finalement leur surexposition médiatique, souvent dans une course à l'audimat, on l'a vu sur des plateaux de télévision, dans une course au sensationnel, n'a-t-il pas eu un effet délétère sur la confiance des Français ? Oui, bien sûr, et j'approuve totalement les dires d'Antoine sur ce plan, dans la mesure où effectivement, un trop grand nombre de médecins ou de scientifiques se sont mis sous les projecteurs pour affirmer des choses qui n'étaient pas toujours exactes. Donc, par rapport au discours que je tenais il y a quelques minutes, il y avait à la fois ce débat scientifique avec ces incertitudes qui pouvaient engendrer une perception négative de la science, mais à la fois des personnes qui se sont très mal conduites. D'ailleurs, puisque je représente un petit peu l'institution ordinale, il est évident
que des poursuites sont déjà engagées contre certains confrères qui n'ont pas accepté ce code de déontologie qui consistait à dire de n'affirmer que des événements connus, prouvés scientifiquement. Donc, il prenait. Alors, il y a ce qui est visible et ce qui est invisible, hein. Donc, le visible, c'est dans les plateaux télé, et puis l'invisible, c'était tout ce qui circulait sous le manteau dans les réseaux que j'appellerais plutôt asociaux que sociaux, et qui effectivement faisait passer des tas de messages délétères où des confrères ont osé affirmer des choses de façon péremptoire et totalement erronée. Donc, dans cette histoire-là, il est évident que la science a entraîné la méfiance, qui a entraîné le scepticisme, qui a entraîné le refus. Pour reprendre un petit peu tout à l'heure ce qu'on disait sur les gens contre les vax, tous ceux qui sont contre, c'est très, très difficile de les convaincre, que ce soit en politique, que ce soit dans d'autres débats. Il y a ceux qui sont pour. Nos problèmes, on va dire peut-être globalement 40%. 20% d'anti et 40% d'hésitants. C'est cette marge d'hésitants. Et j'avais souligné déjà antérieurement que j'avais fait partie de réunions de groupes de travail au ministère dans les années 2016-2017, au moment justement de la réflexion sur l'obligation de 11 vaccins, qui était totalement justifiée, qui aurait dû être, cette décision aurait été prise, et l'institution ordinale a appuyé autant que l'on pouvait cette décision d'obligation vaccinale parce que ça semblait absolument indispensable. Et bien dans les discussions qu'on a eues dans ce groupe de travail, il est évident qu'il fallait inverser la problématique d'information. Il fallait une information transparente la plus possible de la part des scientifiques. Alors, on peut mettre de côté les laboratoires, ça traîne toujours un petit peu les pieds de ce côté-là, c'est évident, mais il fallait une information transparente. Et pour reprendre ce qui était dit tout de suite, que demandait la population? Ils demandaient qu'on leur affirme très vite que le vaccin était efficace, sûr, avec le moins d'effets secondaires possibles. Et c'est à ce moment-là, on a senti avec l'arrivée des nouveaux vaccins, alors qui, dans un premier temps, mettait un petit peu beaucoup de questionnements. On voyait bien des personnes qui disaient « Oh là là, c'est un vaccin tout nouveau, ça va trop vite », alors qu'en fait, ce n'était pas du tout un vaccin nouveau. C'était une méthode ancienne qui datait de 10 ans, hein, les ARN messagers, qui était utilisée dans d'autres parties de la science. Et pour vous donner une information que j'avais eue, Moderna avait eu le séquençage complet du génome début janvier par les autorités chinoises qui l'avaient distribué largement. 48 heures après, son modèle mathématique de vaccin était prêt. Après, il fallait aller à la pêche au financement. Il a levé la main. Il était dans un pays qui lui a donné 10 millions de dollars. Très bien. Et c'est ce qui a permis la réussite à toute vitesse d'un produit sûr, efficace, parce que 94% d'efficacité, avec très, très, très peu d'événements secondaires, d'effets indésirables graves ou pas graves, c'est quand même le top du vaccin. Alors après, il y en a d'autres, effectivement, d'où les questions qui oscillent un petit peu. On parle d'AstraZeneca, qui a une efficacité moins bonne, qui a plus d'effets secondaires. On verra la suite, hein. Il y en a quand même 8 pour l'instant sur le tapis dans les mois qui viennent, Janssen, chinois, russes, etc., qui vont donner leurs petites caractéristiques. Et dans cette histoire-là, il y aura toujours une oscillation de la confiance par rapport aux informations qui seront données. Alors, les laboratoires, effectivement, n'avaient pas cette habitude d'une transparence absolue. Sinon, on n'aurait pas eu des effets comme Mediator ou autres, qui étaient un drame absolu de santé publique, greffé sur le mensonge. Donc, évidemment, ça laisse des traces aussi de méfiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. À ce propos, je reviens très brièvement sur ce qu'on appelle lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Il y a un mélange trop fréquemment utilisé entre lien et conflit. Des chercheurs renommés peuvent très bien avoir des liens, évidemment, puisque par principe, un chercheur fait de la recherche fondamentale la plupart du temps universitaire, et puis après, il va falloir trouver le développeur du vaccin. Donc, il faut bien s'allier avec des puissances privées, financières ou autres. Là, on a des liens. Après, il ne faut pas que ce conflit apparaisse en donnant des favoritismes ou des positions ou des… Bon, c'est là où le conflit devient dangereux. Mais quand on s'en garde au lien uniquement, qui est déclaré, qui doit être visible, automatiquement, on n'a pas de problème. Donc, s'il y a une visibilité des liens d'intérêt, s'il y a une transparence absolue des données scientifiques,
que certaines personnes peuvent très bien ne pas très bien comprendre. Hein. Quand on met sur le marché de Lancet un article de 10 pages sur un médicament, tout le monde n'y va pas et il est évident qu'il faut un résumé très clair en français, et en français visible, vulgaire, de vulgarisation scientifique. Donc, il y a tout ce mélange des oscillations où, évidemment, la peur, comme c'était dit, est quand même un des moteurs de la crainte, un des moteurs de la méfiance et un des moteurs du refus. Donc, il faut qu'il y ait cette transparence absolue des données de santé, des données en tout cas scientifiques sur les vaccins. C'est une raison absolument incontournable pour obtenir une confiance. La base. Vous parliez de transparence, notamment de l'industrie pharmaceutique. Peut-être aussi que les Français ont été échaudés par des scandales qui ne sont pas forcément des scandales directement liés avec des campagnes vaccinales, mais comme le Mediator. Oui, oui, j'ai cité le Mediator, qui était une erreur manifeste Enfin, c'est un mensonge. C'est pire que... Voilà, c'est une faute. Donc là, ça a été puni pénalement, très bien. Donc, automatiquement, il y a... Alors, à l'inverse, vous citiez à juste titre l'hépatite B, qui là était un excès de précaution. C'était l'exemple même de ce qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là. Ça n'a pas été du tout prouvé. C'était un article, je crois, du Lancet qui traînait dans les circuits dans les années 97-98, qui était une fake news typique et qui affirmait qu'il y avait un lien direct entre le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques. Ça n'a jamais été démontré, on a beau essayer de démontrer le contraire, mais comme le ministère de la Santé et les pouvoirs publics ont dit on arrête de faire des vaccins hépatite B en collège, c'était la cible même de ce vaccin. Il fallait le faire à ce moment-là, à cet âge-là. Ça a été une catastrophe. On pourrait parler d'autres vaccins beaucoup plus récents, le papillomavirus, qui est très mal perçu. Alors, évidemment, il est un petit peu cher, et il y a tout un aspect de coût financier pour tout le monde et pour l'assurance maladie, mais c'est catastrophique de voir. Alors après, on n'a pas abordé le tiers-monde, qui évidemment doit être ciblé, il l'a toujours été. Les États-Unis s'en sont beaucoup occupés, l'Institut Pasteur s'en s'est beaucoup occupé, on va dire que toutes les institutions mondiales s'en occupent, et c'est pas assez dit que finalement, beaucoup de vaccins ont résolu une grande partie, pas complètement, mais une grande partie de la santé mondiale, en particulier des enfants dans les pays en voie de développement. On avait parlé de la ceinture de la méningite, hein, Sénégal, la petite ceinture horizontale, c'était un drame, un drame. Les méningites, que ça soit hémophilus, on a un vaccin de l'hémophilus pour les petits enfants jusqu'à 2 ans, 3 ans. C'est un bonheur de pouvoir faire ce type de vaccin et de ne pas perdre des enfants. On pourrait faire toute la liste, la polio, qui a fait des dégâts qu'on ne voit plus. Et c'est pour rebondir sur la question, effectivement, de cette mémoire qui s'efface. À part des photos de Roosevelt, on ne voit pas de photos de poliomyélite. Et encore, c'était des photos très bien arrangées pour qu'on ne s'en aperçoive pas trop. Mais la polio a fait des ravages. On a parlé de la variole, qui était vraiment... Si on analyse toutes les maladies épidémiques, on ne peut que conclure, heureusement qu'il y a eu les vaccins, heureusement qu'ils sont bénéfiques. Alors, quand on entend des gens dire « Ah ben, il faudrait mieux la maladie », bon, très bien, laissons la rougeole faire des dégâts encéphaliques et puis on verra bien. Laissons d'autres maladies. On entendait même sur les chaînes de télé il y a 2-3 jours des gens qui s'éclataient dans le sud ou dans le nord en disant « je veux vivre, je veux m'éclater, je n'en peux plus ». Calmos, hein, il faut quand même garder raison, savoir raison garder, et c'est un risque mortel de courir à 40-50 ans, de dire « je veux vivre » alors qu'on va en direction d'une maladie mortelle. Donc il faut reprendre raison et savoir analyser, et cette fameuse question qu'on a toujours, que tout médecin a à son cabinet, la balance bénéfice-risque. On passe notre temps à ça, et cette balance est positive très très largement pour le vaccin. Alors, peut-être quelques questions qui sont Bien sûr. dans le chat de discussion. On nous demande si la défiance des Français, enfin, si la défiance justement envers le vaccin est une spécificité française, ou est-ce qu'on la retrouve dans d'autres pays? Je ne sais pas qui veut répondre. Ah, on ne vous entend pas, Madame Salvadori. Le micro est coupé, je pense.
Voilà. Voilà. Oui, alors en fait, ce qu'on sait, ce sont des sondages. Donc les chiffres qu'on connaît, qui nous mettent en général en effet en tête, soi-disant des pays anti-vaccins, ce sont des sondages faits par différentes officines de tout type, aussi bien universitaires que privées ou politiques, publiques. Et c'est vrai que souvent ça coïncide et on est souvent très très mal placé. On est souvent parmi les pays les plus anti-vaccins. Alors si on considère que cette revendication d'anti-vax, enfin, les gens qui se disent anti-vax, et c'est souvent une façon de dire qu'ils sont contre l'autorité sanitaire, l'autorité politique, peut-être qu'il faut quand même remettre les choses en place et se dire que c'est une façon qu'ont les gens de dire leur opposition. Un Français un petit peu râleur ou un petit peu en colère contre le gouvernement pour tout un tas de raisons, qui est anticapitaliste ou qui est proche des médecines naturelles, ou sans être pour autant vraiment anti-vaccin, c'est-à-dire que le jour où il aura vraiment besoin de se vacciner, il se fera sans doute vacciner. En tout cas, il met en avant un certain anti-vaccinisme, et ce sont des sondages, encore une fois. Donc peut-être qu'il y a il faut espérer, en tout cas, qu'il y a une différence, et sans doute il y en a une, entre la parole et les actes. Alors, autre question qui apparaît aussi dans le fil de discussion, on nous demande, quand on voit finalement des scientifiques s'écharper sur des plateaux de télévision, comment faire pour le commun des mortels, pour faire la part des choses, parce que tout à chacun n'a pas la culture scientifique qui lui permet d'avoir le recul nécessaire. Que fait-on? On éteint tout simplement la télé? C'est un droit de ne pas allumer ou de l'éteindre. C'est le droit. Je prends la parole de seconde dans les différentes choses qu'on pouvait dire. Il y a quand même une liberté de pensée, une liberté d'expression qu'il faut laisser quand même à tout le monde, y compris à ceux qui sont contre. Le problème de la liberté, c'est qu'elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Et donc, il ne faut pas empiéter trop loin sur des erreurs d'appréciation ou du complotisme dramatique pour ça. Donc, la liberté auquel nous sommes attachés absolument doit permettre de pouvoir discuter dans un débat, on va dire, serein, des différents problèmes. Je me permets de voir une question, parce que j'avais abordé cela tout à l'heure. Mediator vaccin, quel rapport? C'est un produit de santé comme un autre. Le Mediator est un produit de santé, le vaccin est un produit de santé. Donc, à partir du moment où le Mediator laisse des traces difficiles à effacer d'un mauvais produit de santé, il est évident qu'il peut y avoir un transfert de méfiance qui se produit sur le… Voilà, c'était le sens un petit peu d'une réponse très brève par rapport aux questions que je voyais. Juste pour rajouter quelque chose éventuellement, pour répondre à Émile sur le chat qui est très énervé. Et en fait, je pense que effectivement, il y a eu des problématiques de santé qui sont posées ces dernières années, ces dernières décennies. Et la confiance dans les institutions, et la confiance dans les institutions scientifiques en particulier, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à acquérir, mais une fois que c'est perdu, c'est extrêmement difficile de la reconquérir. Et je pense que justement, toutes ces personnes qui doutent finalement, qui demandent d'avoir plus d'informations, ont besoin de transparence par rapport à ce qui se fait au niveau médical, et notamment d'avoir de la transparence dans les potentiels effets secondaires. Et là, c'est quelque chose qui, à l'occurrence, est plutôt bien fait de la part des différentes institutions sanitaires à l'heure actuelle, c'est d'avoir une totale transparence sur les produits, sur les vaccins, etc. Parce que finalement, le doute, le scepticisme, ça naît sur l'impression qu'on nous cache quelque chose. Et j'avais l'exemple, par exemple, de ce qui se passait au moment de la grippe H1N1 en Suède, où le gouvernement suédois avait un peu essayé de cacher quelques cas de narcolepsie qui s'étaient créés justement suite à la vaccination contre la H1N1. Et ça avait été extrêmement difficile derrière de rassurer à nouveau la population suédoise. On avait vu que ça avait fait baisser l'assentiment de la population suédoise à la vaccination de manière extrêmement importante. Donc il y a vraiment ce besoin d'avoir de la transparence sur les questions de santé. Et juste pour préciser quelque chose sur le scepticisme par rapport à la vaccination, effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, on a cette problématique française qui est liée vraiment
au manque de confiance qu'on peut avoir dans les institutions, mais on voit aussi que la défiance vaccinale, c'est avant tout un problème de pays riches, c'est-à-dire que quand on n'a plus l'habitude d'avoir des épidémies, et notamment c'est pour ça que les jeunes générations sont beaucoup moins pro-vaccin que les anciennes générations, c'est qu'on n'a pas forcément le souvenir dans ces pays riches de ce que c'est vraiment une épidémie, de quels sont les bénéfices de la vaccination. C'est pour ça qu'on a aussi ces taux qui sont extrêmement différents d'un pays à un autre. Merci pour cette réponse. Alors, je le disais dans mon introduction, aujourd'hui, moins de 4% de la population vaccinée. Dans le chat, on nous demande à quel pourcentage de la population vaccinée contre le Covid-19, contre la Covid-19, atteint-on une immunité collective? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Françoise, Je crois qu'on dit autour de 70%. même plus. Je crois même plus, un petit peu, d'après les échos que j'ai eus. Oui, l'immunité collective. Oui. Mais bon. On peut discuter sur ce qu'on appelle collectif, parce que voilà. Pour le moment, on n'a pas. Il nous manque quelques informations sur ces vaccins qui sont formidables, parce qu'ils ont mis tellement peu de temps à arriver et qui montrent vraiment en direct leur efficacité avec ce qu'on voit en Israël actuellement, qu'on commence à avoir dans certains pays dans les populations cibles. Donc on va vivre en fait en direct apparemment la démonstration de l'efficacité. On est en train de commencer de l'avoir. Mais si on considère que le manque qu'on a, l'information qui nous manque pour le moment, c'est pas qu'on la cache ni quoi que ce soit, c'est qu'on ne l'a pas, c'est la capacité du vaccin à empêcher la transmission. Et donc évidemment, dès qu'on aura une certitude là-dessus, peut-être que les chiffres de population à vacciner vont être un petit peu différents. Si on a une très bonne capacité du vaccin à empêcher la transmission, on aura sans doute besoin de vacciner moins de 100%, évidemment, donc peut-être 70, 75. Si on a un vaccin qui n'empêche pas la transmission, il va falloir aller au plus près de 100%. Alors, le modèle de la grippe est intéressant parce que finalement, ce sont des variants annuels depuis belle lurette qui n'ont choqué personne. Donc maintenant, on a des adjectifs qui nous trottent, là, les variants, qui sont anglais, brésiliens ou autres, très bien. Ça change un petit peu la donne, bien sûr, au moment où le vaccin arrive, mais ça n'est ni plus ni moins que ce qu'on a connu, puisqu'on travaillait sur le vaccin de la grippe par rapport à l'hémisphère sud pour faire le génome du vaccin suivant de chaque année. Bien sûr, ce n'était pas le meilleur vaccin qui puisse exister, mais on élimine quand même de la morbidité et de la mortalité, hein, surtout dans des classes d'âge importantes, bien connues. Donc, il est évident qu'il y a ce rapport un petit peu. Alors, dernier point pour répondre brièvement, n'oublions pas les gestes barrières, puisque par principe, c'est quand même la base de la protection. Le vaccin arrive, mais comme nous ne sommes pas encore assez vaccinés, sans entrer dans la polémique des nombres, des doses, hein, mais il va falloir attendre encore un bon petit bout de temps avant que cette immunité collective soit atteinte, comme on le disait tout de suite. Et donc, il faut surtout ne pas relâcher les gestes barrières. Très bien, merci. Alors, une immunité collective que vous estimez autour de 70%, un taux de vaccination aujourd'hui qui est de moins de 4%. Françoise Salvadori, est-ce que vous pensez que finalement, on doit rendre obligatoire la vaccination? Et derrière cette question, ce que j'aimerais vous demander, c'est ce que vous pensez finalement de la mise en place du passeport vaccinal. Alors peut-être juste pour nos auditeurs, le passeport vaccinal, ça consisterait finalement en une espèce de laissez-passer qui attesterait qu'une personne a été vaccinée pour accéder aux lieux qui sont aujourd'hui fermés, comme les restaurants, les bars, les cinémas. Alors, sur un plan historique, je ne vais pas revenir dessus, j'ai dit tout à l'heure, hein, les contraintes des États se sont presque toujours soldées par des renforcements et des durcissements des oppositions. Alors, sauf peut-être l'extension d'obligations en 2018, qui a été très très critiquée sur les réseaux sociaux, mais dans les faits, les parents font quand même vacciner leurs enfants. Ce qu'on ne sait pas, c'est le pourcentage éventuellement de faux certificats, le pourcentage de parents qui vont déscolariser leurs enfants, mais en fait ça concerne des gens qui sont vraiment des militants anti-vaccins, et on a dit tout à l'heure… C'est Epsilon. Voilà, c'est Epsilon et ce n'est pas des gens qu'on pourra convaincre. La question que je me pose,
il y a une chose importante à savoir, quand un État va en arriver à une obligation, c'est pas pour embêter ses citoyens, c'est parce que, au nom du principe de précaution, pour protéger les plus faibles en particulier, ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, les très jeunes ou les personnes âgées. Dans notre cas, du Covid, ce serait plutôt les personnes âgées, pour lesquelles éventuellement certains vaccins pourraient ne pas être efficaces ou moins efficaces. Tout ça, c'est des choses encore à discuter. C'est une prise de responsabilité d'un État que de protéger ses citoyens. Et donc, c'est une décision qui est tout à fait, qu'un État peut être amené à se poser à un moment donné. Après, l'obligation en population générale, ce n'est jamais arrivé. Une vaccination obligatoire, c'est toujours une vaccination obligatoire pour entrer à l'école, ou des bébés, ou des militaires, ou des professions de santé éventuellement dans certains cas. Donc, c'est toujours ciblé. Donc, ceci étant dit, si on veut vacciner en population générale, nous ne disposons pas d'assez de vaccins. Donc actuellement, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de penser cette obligation globale et générale de la population française. Ensuite, et pour terminer, la notion de protection collective, qui en fait va de pair avec la notion d'obligation, eh bien, elle n'est pas encore complètement tranchée, puisqu'on n'est pas encore totalement sûr d'avoir un vaccin qui empêche la contamination. Alors, elle pourrait être discutée, selon moi, pour certaines professions de santé, mais ça pourrait être un débat éventuellement pour la suite. Pourquoi pas dans les EHPAD? Je ne serais pas choquée que la vaccination soit obligatoire pour certains professionnels de santé, mais bon, voilà, ça n'engage que moi. En ce qui concerne le passeport vaccinal, à titre personnel, je n'y suis pas opposée, mais à deux conditions. C'est que, d'une part, on soit assuré que les sujets vaccinés ne pourront pas transmettre le virus. Donc ça, c'est l'information en effet qui nous manque encore, même si on a beaucoup maintenant d'indices qui vont dans le bon sens. On n'a pas encore la preuve définitive que le vaccin va empêcher la transmission. Mais si on a la preuve que le vaccin empêche la transmission, et si on a une disponibilité convenable des vaccins qui fait que tous ceux qui vont souhaiter ce virus pourront en bénéficier, alors ce n'est pas quelque chose qui me choque réellement, et je le mets en parallèle en fait de ce qui se passe pour vraiment le passeport vaccinal au sens propre qui existe. Si on veut voyager dans la plupart des pays africains, on est obligé d'être vacciné contre la fièvre jaune, et aucun voyageur ne s'y oppose. Si on veut aller au pèlerinage de la Mecque, on se fait vacciner contre la méningite, et aucun pèlerin ne s'y oppose non plus. Et je ne comprends pas pourquoi la notion de passeport vaccinal vis-à-vis du Covid passe très très mal. Alors que finalement, je le vois plutôt comme un moyen à partir du moment, encore une fois, où tout le monde pourra en bénéficier, où il y aura une équité et une disponibilité suffisante. Je ne vois pas pourquoi on ne permettrait pas, par exemple, aux résidents d'EHPAD de sortir de leur isolement grâce à la vaccination, et puis à tous les citoyens de voyager parce qu'ils auront accepté de se faire vacciner. C'est un point intéressant. J'aimerais également entendre le positionnement d'Antoine Bristiel et du docteur Gérard Varès sur ce point-là. Antoine? Merci Jean-François. Je pense que finalement, ce qui va résoudre la question, le problème par rapport à ça, c'est que finalement, la question qui se pose, c'est pas tant l'acceptation de la vaccination, le passeport vaccinal, etc., que le fait qu'on n'a pas suffisamment de vaccins à l'heure actuelle, et que finalement, il y a encore beaucoup de personnes qui, là, souhaiteraient se faire vacciner beaucoup plus rapidement, et sont dans l'attente de cette vaccination. Et à nouveau, ça, pour garantir la plus grande acceptation de la vaccination, rien de mieux que l'exemple, hein, rien de mieux que de voir que quelqu'un de sa famille, que quelqu'un de son entourage professionnel, d'un voisin, s'est fait vacciner, qui n'a pas eu d'effets secondaires, et que bon, tout laisse à penser quand même qu'il est maintenant assez grandement protégé par rapport aux effets les plus graves de la maladie. Donc finalement, le débat s'est un peu déplacé. Il y a encore quelques mois, on était vraiment sur cette question de l'acceptation de la vaccination. Maintenant, on est plus sur la question d'acheminer le plus rapidement possible les vaccins, parce que c'est quand même la garantie la plus sûre d'avoir une sortie de crise la plus rapide. C'était une des questions d'ailleurs qui revenait de façon un petit peu récurrente dans le chat, le problème de la disponibilité du vaccin. Oui, c'est la grosse pierre d'achoppement de la situation actuelle, qui effectivement, prise par exemple la tranche des plus de 65 ans d'une vaccination de masse,
alors qu'on attendait que AstraZeneca soit possible le plus. Donc, il y a un petit biais dans cette organisation, mais qui est de la faute à personne, simplement de la fabrication des vaccins. C'est pour ça que les autres sont attendus avec une certaine effervescence. Je rebondis sur le passeport vaccinal. C'est une question que se pose beaucoup l'institution ordinale, où effectivement, pour des tas de raisons, il n'y a aucune urgence à donner un avis pour le moment, mais c'est à la fois un problème éthique, un problème pas de notion de privation de liberté, mais du moment que le vaccin n'était pas obligatoire, on tombe dans les conséquences. Soit il était obligatoire, on était tranquille, soit il ne l'est pas et on a des tas de conséquences un petit peu. Il est évident que ça serait la meilleure façon de déconfiner de façon intelligente, puisqu'on laisserait entrer dans les restaurants, on laisserait aller dans des spectacles que tout le monde réclame à corps et à cri, à juste titre d'ailleurs, que la culture est majeure, qu'il faudrait pouvoir laisser entrer les vaccinés. Bon, c'est un passeport, ils montrent leur certificat, ils entrent très bien. Alors, petit détail sur lequel j'appuyais tout à l'heure, à partir du moment où quelqu'un est vacciné et a quand même une de ces mesures barrières, entre autres le masque, la transmission est très aléatoire, très faible, donc même si le risque est possible, mais il est faible, donc on est quand même relativement tranquille. Donc on est sur une vaccination de masse à avoir. Les autorités scientifiques parlent de 2022. Bon, on a un certain nombre de millions de personnes qui devraient être vaccinées peut-être à la fin de l'été, d'après ce qu'on nous a dit à l'Élysée, mais ça traîne un petit peu les pieds. Ça serait un souhait intéressant, mais ça ne serait que 33 millions de personnes sur 68. Donc, il faut quand même essayer de voir un petit peu tout ce qui peut être fait. Donc, quand je dis 2022, c'est voir un petit peu le bout du tunnel dont on nous met de la lumière à chaque fois un petit peu au bout et qu'on attend toujours la sortie. Hein. Donc, je ne suis pas pessimiste, hein, au contraire, même assez optimiste, mais bon, il y a des aléas qui arrivent, comme dans toute valeur scientifique. L'aléa fait partie. Hein. Et nous avons été brutalement, l'année dernière, il y a un an, plongés dans cette pandémie. Bon, ben, il faut prendre le temps de réfléchir intelligemment, de voir tout ce qui peut être fait, de commander des vaccins, d'avoir la logistique, que tout le monde s'y mette. Là, les médecins généralistes vont s'y mettre dans 48 heures, les pharmaciens, les médecins du travail. Il va y avoir une amplification qui va se faire de façon évidente, mais tout ne sera pas réglé dans 6 mois. Très bien. Alors, on arrive à la fin de l'heure qui nous était impartie. La dernière question, ça sera une question finalement que je vous pose collectivement et vous aurez 2 minutes pour y répondre. Alors, ma question, c'était comment restaurer la confiance. Alors, c'est peut-être plus restaurer par rapport à ce que disait Antoine, c'est peut-être plutôt comment renforcer et promouvoir la campagne vaccinale pour parvenir à l'immunité collective. Moi, j'aurais tendance à vous répondre en faisant en sorte que les vaccins arrivent. Ce sera déjà le meilleur moyen de faire en sorte que le plus de personnes aillent se faire vacciner. Et je pense que je suis assez confiant pour ma part sur le fait que quand on verra que bon, l'exemple montre qu'il n'y a pas forcément d'effets secondaires, que c'est quand même quelque chose qui protège de manière assez exceptionnelle, parce qu'on est quand même sur une efficacité de ces produits qui est vraiment importante. Ça va pousser les gens à se faire vacciner. Donc, je pense qu'on peut quand même terminer sur un brin d'optimisme par rapport à ça. Personnellement, je pensais que le type de communication est important quand même. Donc, parler franc, c'est-à-dire ne pas omettre de parler des effets secondaires, de reconnaître qu'ils existent, qu'ils sont parfois gênants, mais qu'il faut toujours mettre en balance ce risque. Ce n'est pas vraiment un risque, mais ces désagréments très ponctuels vis-à-vis en balance par rapport à une maladie très grave pour soi-même ou surtout pour les autres. Donc toujours mettre en avant quand même le côté altruiste de la vaccination. Il y a le côté bénéfice personnel, mais il y a quand même aussi le bénéfice altruiste. Nos parents, nos grands-parents, nos voisins, les gens fragiles autour de nous. Et puis montrer un peu plus d'enthousiasme, parce que quand même dès le début, on l'a dit en France, nos autorités ont eu tellement peur des anti-vaccins qu'ils ont été trop prudents. Et cette trop grande prudence, finalement, maintenant, pourrait se retourner contre justement les autorités sanitaires, justement parce on est un petit peu en retard. Maintenant, on va avoir une pénurie, et donc il ne faut pas oublier non plus de parler aux gens qui sont pour les vaccins, donc avec l'enthousiasme qu'il faut, et puis les rassurer, organiser, avoir une organisation un petit peu plus carrée que ce qu'on a jusqu'à présent. On ne peut pas dire quand même que pour le moment, on est
un système absolument extraordinaire. Donc, il faut parler aux Français, il faut leur parler franc et les amener à la confiance par un peu plus d'enthousiasme. Donc, information, transparence, pédagogie. Et clarté, enthousiasme aussi. Clarté, enthousiasme. Non, effectivement, oui. Effectivement, rester très positif, d'autant plus comme on le disait, c'est une arme quasiment d'assurance vie, ce vaccin, si l'on veut reprendre ce terme que j'ai cru voir dans des documents de Jean Jaurès, de la Fondation Jean Jaurès. Premièrement, vaccin, quantité, qualité. Quantité, ce que disait Antoine, il en faut beaucoup. Il faut que ça arrive, il faut que ça soit fabriqué, que ça arrive. Qualité, comme disait Françoise, sécurité et efficacité. Donc une sécurité garantie absolument en ce moment, une efficacité extraordinairement importante. Donc si on a cela, et le message pour rejoindre effectivement ce que disaient Françoise et Antoine, et je l'avais un petit peu exprimé tout à l'heure, la notion de transparence, d'explication, de ne pas chercher à convaincre des gens qui sont contre, mais d'expliquer à la population citoyenne tous les avantages que ça peut apporter par rapport à tous ces critères qu'on vient de donner. Et chemin faisant, comme ça s'est fait entre décembre et janvier, la machine va se mettre en marche et on voit bien des personnes qui frappent à la porte des centres de vaccination, alors qu'il y a 3 mois ou 4 mois, ils disaient « c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et maintenant, ils disent « je ne suis encore pas vacciné ». Donc, il y a toute une mécanique humaine qui doit se mettre en marche de conception et de compréhension du vaccin. Donc, il faut qu'on reste effectivement très positif et je fais partie de ceux-là sans problème. Donc, quantité, qualité, transparence. Très bien, merci. Cette webconférence a été passionnante. Nous espérons que les interventions de ce soir ont pu alimenter aussi la réflexion des personnes qui nous écoutent. Bien évidemment, je tiens, et la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté tient à remercier l'ensemble des intervenants d'avoir répondu à notre sollicitation, du temps qu'ils ont consacré à ce débat et de leur expression. La Mutualité française, en tant que mouvement social, reste pour sa part très mobilisée sur cette question qu'elle porte de longue date. On ne cessera de le répéter, mais depuis son invention, c'est ce que vous disiez, Dr Gérard Varret, la vaccination est le dispositif immunologique qui a sauvé le plus de vies à l'échelle mondiale. L'OMS estime qu'actuellement, la vaccination permet d'éviter plusieurs millions de décès chaque année dans le monde. Donc, c'est important. La Mutualité française s'en fait notamment le relève. Il y a une campagne de communication que vous avez peut-être vu passer pour nous protéger, je me fais vacciner. Et avant de vous souhaiter une excellente soirée, merci de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire d'évaluation dont le lien a dû s'afficher dans le fil de discussion. Voilà, pour nous permettre d'organiser d'autres événements sur des thématiques qui pourraient vous intéresser et nous donner votre avis sur cette webconférence. Merci beaucoup à tous. Merci Sabrina, merci Françoise et Antoine. Le plaisir d'avoir passé une heure intéressante. Merci. Partagez aussi de ces rencontres. Et puis, on a toujours envie de les continuer, mais on aura d'autres occasions, je pense. Avec plaisir. Le rendez-vous est pris. Merci. Au revoir. Au revoir.